chers jurés, très cher public, bienvenue à l'édition 2021 du concours d'éloquence Périclès organisé par la Fédération francophone de débat. Je suis Rémi Salor, responsable du pôle éloquence de la Fédération. En 2019, j'avais eu la chance de remporter ce concours Périclès. Cette année, j'ai la chance de vous le présenter. Dans cette salle qui est vraiment magnifique, je voudrais d'ailleurs qu'on applaudisse et qu'on remercie la mairie du 18e arrondissement qui nous l'a prêté ce soir. Merci beaucoup. Dans cette salle magnifique, ce soir, c'est vous qui allez être de grands chanceux. Au départ, ils étaient plus de 70, puis ils ont été 14, et enfin ce soir, ils sont 6. Au total, nous en avons gardé 1 sur 12. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes ce soir, ils ne vont pas vous décevoir. Ils sont la crème de la crème du concours d'éloquence Périclès. On peut les applaudir, ce sont nos candidats. Et pour les départager, ce soir, nous avons nos jurés qui sont là. Nous avons 5 jurés pour les départager ce soir. Je vais les appeler les uns après les autres. Et tout d'abord, elle est adjointe à la concertation et à la participation citoyenne de la mairie du 18e arrondissement. Elle organise des réunions publiques, des ateliers citoyens, des balades urbaines. Bref, elle a mis la parole citoyenne au cœur de son engagement. Madame Fanny Bénard. Il est formateur en art oratoire, vice-président du célèbre réseau d'orateurs Toastmasters, qui compte près de 300 000 membres à travers le monde. Il a organisé et participé à de nombreux concours d'éloquence. Je vous demande de l'applaudir. Loris Cora. Après un brillant parcours à la Sorbonne en histoire médiévale, elle est devenue journaliste. Le vent se lève, Marianne et le média ont bénéficié de sa plume. Passionnée de littérature, elle est l'une de nos plus fidèles jurées depuis 2020. Je vous demande d'applaudir Elsa Margherita. Il est l'héritier des grands théoriciens de l'art oratoire, fondateur et directeur pédagogique de l'École de l'art oratoire de Paris, metteur en scène, comédien, professeur, auteur de l'ouvrage « Le secret des orateurs ». Mesdames et messieurs, applaudissements pour le maître, monsieur Stéphane André. Enfin, je vais l'inviter à me rejoindre sur scène. Il est doctorant en histoire, spécialiste de la Révolution française et de la Commune de Paris, co-auteur de l'ouvrage et de l'exposition « Nous la Commune ». Il est aussi l'un des vainqueurs du concours d'éloquence Lysias et président de la Fédération francophone de débat, monsieur Hugo Roussel. C'est l'hiver. L'hiver 430 avant Jésus-Christ. Nous sommes à Athènes. Périclès monte à la tribune. Que va-t-il dire? Seul lui le sait. Nous sommes en guerre. La Ligue de Délos s'oppose à la Ligue du Péloponnèse. Et comme vous le savez, les raids spartiates, les pillages, l'attaque contre la ville de Mégare ont causé énormément de victimes. Périclès
monte à la tribune pour proclamer son oraison funèbre. Et face à lui, il a les citoyens, les citoyennes qui vont l'écouter. Et face à lui, il a les cercueils de cyprès avec les ossements des soldats morts pour la patrie. Et il prononce son discours. Que nous reste-t-il de ce discours? Seulement un texte, le texte de Thucydide. Et pourtant, qui pourrait dire dans cette salle que ceux qui lui ont prêté l'oreille ce jour-là n'ont pas été saisis par son éloquence? Et c'est pour cette raison que nous avons choisi Périclès pour représenter, si vous voulez, une certaine forme d'éloquence, celle que nous allons entendre ce soir. Alors, vous me direz, oui, mais bon, les Grecs, c'était finalement il y a longtemps, c'est un peuple peut-être pétri de présupposés un peu archaïques. Et pourtant, un siècle plus tard, c'est l'un d'entre eux, le grand philosophe Aristote, qui a donné une leçon à l'humanité, une leçon qui marque encore nos esprits aujourd'hui. À quoi juge-t-on un orateur? Ethos, pathos, logos. Sa capacité à plaire, sa capacité à émouvoir et sa capacité à instruire pour persuader et pour convaincre. Mes chers amis, j'ai tout à l'heure essayé de griffonner quelque chose, un discours, et dans la précipitation, je l'ai oublié chez moi. Et je me suis dit, finalement, les orateurs de ce soir vont également parler sans notes. Pourquoi est-ce que moi, je parlerais avec des notes? Et donc, sur le trajet, je réfléchissais et je me disais, mais tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ce soir, si ce n'est leur parler de la Fédération francophone de débat, de leur dire, comme un épicier, de nous suivre sur les réseaux ou que sais-je. Et puis, je me suis dit, pourquoi est-ce que l'art oratoire a cette image, finalement, très élitiste? Cette idée que l'art oratoire, c'est quelque chose, finalement, d'assez arbitraire, que c'est un art arbitraire. Alors que nous, notre mot d'ordre à la Fédération francophone de débat, c'est on ne naît pas orateur, on ne naît pas oratrice, on le devient. Et je repensais à cette phrase que vous connaissez tous, au commencement était le verbe. C'est vrai, au commencement était le verbe. Au commencement, ça veut dire que c'est l'éloquence qui a engendré la rhétorique, et que ce n'est pas la rhétorique qui a engendré l'éloquence. Donc, on ne naît pas orateur, on le devient, ça veut dire que tout ceci s'apprend. Et quand je suis rentré à la Fédération francophone de débat, moi j'avais participé au concours Lysias, mais je n'avais pas théorisé tout cela. Donc, quelque part, j'ai aussi fait ce cheminement-là. Comment est-ce qu'on enseigne l'art oratoire à notre modeste échelle? Et de quoi est né l'art oratoire? Eh bien, l'art oratoire, elle est née de trois choses. Elle est née de la nature, elle est née de la raison et elle est née de l'expérience. De la nature, parce que nous avons tous été dotés de deux yeux pour voir, de deux oreilles pour entendre, d'une bouche pour parler, d'un corps pour s'exprimer. De la raison, parce que, eh bien, nous sommes dotés d'un langage. Ce langage nous permet de travailler aussi bien sur la beauté de la langue que sur la construction logique d'un discours. Et j'espère ce soir que nous aurons les deux au rendez-vous, de l'argumentation, de la réfutation, de la narration et du style. Et puis, évidemment, elle naît de l'expérience. Elle procède de l'expérience. Et c'est en participant à des concours d'éloquence, en allant dans les ateliers des associations d'éloquence et de débat qui existent dans toute la France, que finalement, on s'entraîne. Et je pense d'ailleurs, d'aucuns nous diront, mais finalement, les orateurs et les oratrices de ce soir sont passés par des associations, ou alors déjà, elles ne sont pas toutes membres de la Fédération francophone de débat, donc je préfère ne pas vous réfuter l'argument qui pourrait dire ce sont des gens qui ont été sélectionnés parce qu'ils appartiennent à un certain sérail et que la Fédération a sélectionné ses poulains. Pas du tout. La Fédération francophone de débat a jugé en équité, en parfaite équité, et elle a sélectionné ces 6 orateurs qui nous ont semblé être les meilleurs, tout du moins lorsqu'ils se sont exprimés devant nous. Mais c'est l'expérience.
C'est l'expérience qui aussi a fait que ces orateurs, ces oratrices, certainement, ils ont écouté des discours. Ils sont allés lire de la grande littérature, ils sont allés lire de la philosophie, et ils ont élevé leur esprit, ils ont élevé leur niveau de conscience. Et ce qu'on espère ce soir, c'est que finalement, ce degré de conscience, ils vont ensuite nous le transmettre, nous instruire aussi, mettre finalement le beau au service du vrai. Et ça, nous y croyons dur comme fer. Et c'est aussi là-dessus que vous serez jugés ce soir. Je ne veux pas faire de discours à la Fidel Castro, bien que ça me démange et que c'est toujours bien d'avoir une salle en otage, comme ça on peut parler pendant des heures, mais c'est à eux ce soir de nous convaincre. Toujours est-il que nous croyons et nous continuerons à croire qu'on ne naît pas orateur, qu'on ne naît pas oratrice, et qu'on le devient. Alors oui, c'est l'hiver. C'est l'hiver, mais bientôt le printemps refleurira. Le printemps de la révolution pédagogique, le printemps de la renaissance citoyenne par l'art oratoire. Alors ce soir, mesdames, messieurs, faites-nous rêver. Ce soir, chacun des candidats disposera de 7 à 8 minutes pour développer son sujet d'éloquence. Ils seront jugés sur leur ethos, c'est-à-dire leur manière de se tenir, leur gestuelle, leur regard, leur voix, sur le logos, c'est-à-dire leur capacité à raisonner, à nous instruire, et enfin sur le pathos, c'est-à-dire leur capacité à nous émouvoir. À l'issue de leur passage, les jurés leur poseront 2 questions maximum. Ces questions ne sont pas prises en compte dans leur barème de notation, mais elles permettront de trancher en cas d'égalité entre 2 candidats. Pour le choix des sujets que nous leur avons attribués, nous avons choisi 3 citations. Et à travers ces 3 citations, nous avons voulu rendre 3 hommages. Un premier hommage à Périclès, immense homme d'État, défenseur de la démocratie athénienne. Un second hommage à Louise Michel, la plus engagée des communardes, et à la Commune de Paris qui fête cette année ses 150 ans. Enfin, un troisième hommage pour le bicentenaire de sa mort, une citation de celui qui fit trembler l'Europe seul contre tous, Napoléon Bonaparte. Nous allons commencer par Périclès. « Ayez plus peur de vos propres erreurs que des plans de vos ennemis. » Ce sujet sera défendu tout d'abord à l'affirmative, c'est-à-dire que l'orateur devra être d'accord avec cet énoncé. Pour répondre à ce sujet, j'appelle M. Maxime Bérébi. On nous raconte, depuis longtemps, depuis la nuit des temps, une histoire des origines. Vous savez, ce jardin fascinant, où la lumière des premiers jours descend sur la terre, serpente entre les branches, s'accroche aux feuilles des arbres, pour terminer son voyage, se poser sur le lit délicat, tendre et moelleux, d'une herbe fraîche, couleur émeraude. Ce jardin où le bleu puissant du ciel se reflète dans la rivière cristalline, quand le chant des oiseaux se mêle au son de l'eau et compose une mélodie, hymne du paradis. Ce jardin aux 1000 fleurs, aux 1000 senteurs, de la rose au benjoin, les parfums se répandent, se répondent, se mêlent et se confondent pour ne laisser percevoir que l'unité la plus profonde. Là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et puis, surgit de la glaise,
Pétris de la poussière, un homme, une femme, c'est Adam et Ève, tout étonnés, ravis de se rencontrer, sentiments heureux. Ils sont amoureux. Dans un monde où chaque chose est à sa place, sans proie ni prédateur, sans effroi ni douleur, sans conflit, ni même l'ombre d'un ennemi. Et pourtant, un jour, tout s'effondre et se disloque. Dans un fracas assourdissant, l'équilibre est rompu. Chassés, expulsés, chétifs, dévêtus et vulnérables, Adam et Ève déchus, condamnés à errer, à courir tout nus, à engendrer des enfants dégénérés qui s'entretuent. La faute à qui? À un ennemi? Un hypothétique ennemi courant derrière eux, ses plans à la main? Peut-être cet autre, plus rotor, plus sournois, tapis dans l'ombre, ce serpent, vicieux et pernicieux? Certainement pas. Ce n'est ni l'un, ni l'autre de ces ennemis-là, mais bien une simple erreur humaine, une erreur d'appréciation, portée par l'ennui, la vanité, une invincible curiosité. Ils ont croqué dans ce fruit dont ils savaient pourtant, avec certitude, qu'il était défendu. Alors je vous le dis, mes amis, ayez plus peur de vos propres erreurs que des plans de vos ennemis. Craindre l'ennemi, penser ses plans insurmontables, c'est déplacer la fatalité là où il n'y en a pas. Un croche-patte, et il tombe, cet ennemi qui nous poursuit. Alors que vous et moi, mes amis, nous savons que nous sommes par essence et par nature des êtres d'erreur, et qu'elle est là, la véritable fatalité. Mais alors, qu'est-ce que l'erreur? C'est se tromper de chemin, se tromper de route, prendre la mauvaise entrée ou peut-être sortir au mauvais endroit? Est-ce être dans le doute ou dans la certitude? Selon Descartes, c'est lorsque la volonté dépasse l'entendement. Lorsque mon désir de vérité, finalement, est dévoyé par une certaine précipitation, un refus à penser. C'est que je me laisse porter par mes désirs et mes pulsions. Ou bien, c'est que je m'ennuie, alors j'agis, mais jamais je ne réfléchis. Mauvaise réflexion, mauvaise action, mauvaise intuition, mauvaise idée, mauvais présupposé. Finalement, l'erreur, c'est tout ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Sénèque aurait dit « L'erreur est humaine, y persévérer est diabolique ». Je pense que l'erreur est une constante anthropologique. Elle est la plus grande question de l'humanité. Elle nous scrute, nous observe. Elle nous sculpte, nous façonne et nous cisèle. L'erreur est dans la chair comme la statue dans la pierre. Les erreurs font et défont nos vies. Alors, plutôt que d'accuser le sort, ou peut-être cet ennemi, ayez peur de vous et de vos propres erreurs, car ce sont elles, et elles seules, qui seront responsables de vos défaites. Nul besoin d'ennemis lorsque nous nous suffisons à nous-mêmes pour nous détruire. Je suis l'artisan de mes propres souffrances, si bien que mon pire ennemi n'est autre que moi-même. Je me nuis, je m'engouffre dans la posture et dans l'imposture, je me vautre dans l'illusion. Je me saborde, je me sabote. Comme Swann, pauvre crédule, je cours après Odette. Je vis et je meurs, je me brûle et me noie pour une femme sans visage. Je veux aimer, mais ma fierté m'empêche d'avancer. Je veux partir, mais mes doutes me retiennent. Je veux changer, mais mes habitudes m'emprisonnent. J'exige de moi des choses impossibles pour pouvoir ensuite me les reprocher. Je veux être, mais je m'obstine à avoir. Je fuis les ombres qui me poursuivent et cours vers celles qui me fuient. Je tends la main aux mains qui m'échappent.
Je veux repousser l'ennui, cette araignée silencieuse qui tisse sa toile au fond de mon cœur. Alors je me divertis en plaisir fugace. Je me trompe, je me leurre, je suis sans arrêt dans l'erreur et j'en souffre. Moi, je suis un homme, et parce que je suis un homme, je suis dans l'erreur. Je crains les chemins obscurs où je m'égare. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je finirai par me perdre, seul, au fond de mes cauchemars et de ma nuit noire. Et que ce jour-là, mes amis, je ne demanderai pas mieux que d'avoir un ennemi, un seul, un vrai, qui me permettrait de sortir de moi, de m'échapper enfin, dans une lutte corps à corps et face à face, qui donnerait enfin sens à ma vie et me ferait, l'espace d'un instant, oublier mes erreurs. Il y a, d'après vous, très peu de chances que vous puissiez échapper, sauf à avoir un ennemi, à votre destin tragique. Pas de moyen d'intervenir et de vous corriger sur votre aptitude à l'erreur? Oui, il y en a un. Comme l'intitulé du sujet le suggère, il faut craindre ses erreurs, parce que je pense que, par essence, nous faisons des erreurs, ça a été l'objet de mon exposé, mais pour autant, je ne pense pas que, par essence, nous faisions des erreurs qui nous soient fatales. Et quelle est là la distinction? C'est-à-dire qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais il faut veiller à ce que ces erreurs ne nous soient pas fatales. Vous avez opposé être et avoir. Est-ce que vous pensez qu'être et avoir sont incompatibles? Je pense qu'on est tous quelque chose, et on a tous des choses, mais souvent la quête de l'être, on peut l'observer dans la nature humaine, se résume à avoir. Quand on voit par exemple des personnes montrer leur richesse de façon exubérante, ils essayent d'être quelque chose, ils jouent quelque chose, ils jouent un personnage. Mais ils tentent d'être quelque chose, mais finalement, ce qu'ils nous montrent, c'est simplement qu'ils ont. Et donc c'est cette erreur, peut-être, que je voulais souligner par là. Merci beaucoup. Ayez plus peur de vos propres erreurs que des plans de vos ennemis. À la négative, cette fois-ci, j'appelle Monsieur Julien Paradis. Par-delà les mondes et les cieux, par-delà les montagnes et tous les fleuves, au monde de l'Olympe, Zeus est à côté du feu des dieux, à l'écart de la fête, là où tous les feux et tous les dieux et tout le vin, l'ambroisie et les fruits sont en fête et en festoiement. Et Zeus contemple alors l'abysse du Tartare, l'abysse qui flambe encore plus que le feu de l'Olympe. Dans cet abysse où résident des monstres, des démons, tous ceux que les dieux devraient avoir en effroi. Et Zeus n'est pas du tout de ceux-là. Il n'est pas de ceux en effroi. Ils sont de ceux en crainte, car la peur l'a prise. La peur a pris le Dieu des dieux en maître. Et pourtant, une autre peur siège dans l'Olympe. Cette peur, c'est sa fille, que l'on ne retrouve pas tant dans les récits, parce que c'est une fille cachée, parce que c'est une chose inavouée, parce que c'est une peur. Elle s'appelle Athée. Athée est la déesse de l'erreur, de l'égarement, de ceux qui se sont perdus. Pourtant, Zeus la garde auprès d'elle comme le plus vif de ses conseillers.
Et sachez-le, même les Grecs vénéraient l'erreur. Alors, mesdames, messieurs, chers auditoires, chers frères et sœurs de Verbe, auguste jury, je me demande bien comment est-ce qu'un Dieu peut garder en son sein l'erreur et pourtant porter à son écart l'ennemi. J'aimerais vous emmener un peu plus en bas. En bas, là où foule la terre, là où l'herbe fraîche émeraude est balayée par les sandales des guerriers humains qui se font la guerre, qui se font ennemis, qui festoient ensuite sur leur bataille et sur leur victoire. Et puis, voyez donc un homme chétif, emprisonné dans un colisée, la reine l'attend. Il est là, esclave de sa peur, mais d'abord esclave des autres humains. Il est enchaîné, rien ne peut lui permettre de se dérober, on lui donne un choix, celui de mourir ou celui de combattre. Alors lui, il se saisit de ses peurs, il se saisit de ses effrois, d'un glaive et d'un bouclier, et il avance le long de ce couloir vide, noir, où seule l'aube et l'odeur du sang des guerriers avant lui l'attendent. Et ainsi, d'une lumière aveuglante, il entre dans l'arène, et là, un titan, un autre gladiateur, un guerrier musclé, encore plus armé, encore plus puissant. Deux regards entre lui et son ennemi. Et la première chose à laquelle il pense, c'est à son ennemi. La seconde, c'est à lui-même et à la peur qu'il éprouve. Car cette peur ne peut plus l'habiter. Cette peur ne doit pas le paralyser. La question est alors, doit-il avoir plus peur de lui-même, de son erreur, de celle d'échouer, ou doit-il avoir peur de cet ennemi qui pourrait avoir un glaive derrière son dos, qui pourrait avoir une technique de combat qu'il n'a pas, qui pourrait utiliser ses faiblesses pour le combattre? Cela pose alors la question de savoir ce qu'est l'erreur, et ensuite de savoir qui est l'ennemi, de par quelle nature peut-on définir l'ennemi, et puis ensuite à venir la peur. D'abord l'erreur est un égarement, l'erreur est d'abord la déesse athée, l'erreur c'est le fait de se perdre. L'erreur peut être opposée à la justesse, car tous deux peuvent amener à l'échec et à la réussite. L'erreur peut être magnifique. Par erreur, on peut réussir. Par erreur, on peut avoir une bonne note. Et par justesse, parfois une mauvaise. Parce que la vérité est multiple. Désolé, Platon. La vérité est multiple. Les sophistes sont là. Ils défendent de multiples vérités. Et parfois sont-ils même dans l'erreur lorsqu'ils discourent, alors que la vérité est au service. L'erreur doit être assumée. L'erreur n'est pas un fardeau, l'erreur n'est pas un monstre. Elle est un monstre lorsque l'erreur est inconnue, lorsque l'erreur est ignorée, lorsque ce guerrier doit combattre, lorsqu'il doit se saisir d'un glaive et d'un bouclier, si celui-ci ne se saisit pas de ses erreurs, si celui-ci ne les voit pas en face de lui, alors il sombre dans l'inconnu. Et l'inconnu est l'étrange. L'étrange fait peur. La peur est une angoisse. Elle est une paralysie. Mais voyez donc une autre peur. La peur de l'erreur lorsqu'elle est connue, lorsque l'on la sait, lorsque l'on assume que l'on est un être humain et que nous sommes tous sujets à l'erreur. Et que même les dieux, même Zeus, Jupiter, le Tout-Puissant, est soumis à cette erreur. L'erreur fait donc partie d'un mécanisme. Nous avons d'abord l'essai. L'essai, c'est de tenter quelque chose. Nous pouvons avoir peur d'échouer, mais ce n'est pas peur de l'erreur. L'erreur vient avant l'échec, car l'erreur peut donner la justesse, peut donner la réussite ou l'échec, tout comme la justesse peut le faire de même. Ainsi, lorsque vous avez cet incroyable titan qui combat face à notre gladiateur, lorsque ceci arrive, il s'élance, il prend son glaive, son épée, un coup de dague sur le côté, il l'évite, il prend place, il perd pied, il fléchit. Un moment d'égarement, un moment où peut-être a-t-il vu le regard de l'empereur
l'empereur, cet autre ennemi, non pas l'ennemi de l'adversaire, non pas l'ennemi humain, mais l'ennemi de la mort. Et lorsque l'on est confronté à la mort, il se peut que l'esprit se perde. Et ainsi l'on fléchit. Et de cette erreur, il en tombe. Il est au sol. Il est au sol à la merci de ce géant, de cet homme qui souhaite qu'une seule chose, le tuer, le mettre à mort, survivre. Et pourtant, dans un moment de courage, sa peur est mise de côté, elle est assumée, l'erreur est prise, elle était là, et ainsi on la quitte. Il se relève. Ainsi, il a échoué en étant dans l'erreur. Mais le fait de se relever le remet dans la réussite, et il combat et s'acharne. Les ennemis sont de toute nature. Ils peuvent être la mort, ils peuvent être l'erreur, et ils peuvent être tout le reste. Mais sachez bien que l'erreur peut être connue, que l'erreur peut être assumée. L'ennemi, lui, a des plans perfides. L'ennemi, lui, pense à vous, non pas l'erreur. Seul l'ennemi, l'adversaire, est celui dont vous devez craindre. L'erreur, c'est vous, et vous êtes le plan. Si on peut réussir par erreur, échouer avec justesse, qui est le véritable ennemi? Alors, le véritable ennemi serait celui qui cherche à nous mettre dans l'échec, peu importe la justesse. J'ai une question pour vous. Quelle est l'erreur, la plus grande erreur que vous ayez commise dans votre vie et de laquelle vous vous êtes relevé? La plus grande erreur, même si cela fait de moi un sophiste et que je peux retourner d'une pierre deux coups mon plaidoyer, c'est de penser que tout ennemi ne peut pas être battable, que l'on est parfois trop faible et que parfois même un auditoire qui se dresse devant nous, même si jurés, sont parfois impossibles à combattre. Et pourtant, l'erreur, elle est là. L'erreur est de croire que nos peurs sont plus fortes, alors que tout simplement, tout est une question de mesure. Et que dans cette mesure, l'erreur, c'était de penser l'échec et de penser la réussite avant même d'avoir essayé. Nous poursuivons avec une citation de Louise Michel à l'affirmative. La révolution sera la floraison de l'humanité. J'appelle Madame Myriam Meki. L'humanité se meurt. Coupable. J'accuse les hommes de séparatisme de l'humanité et les reconnais coupables. J'accuse les hommes de déshumanisation de l'humanité et les reconnais coupables. Finalement, j'accuse les hommes de destruction de l'humanité et les reconnais coupables. Par ces motifs, je les condamne à la révolution. Je les condamne à se révolter contre leurs propres crimes, à réparer leurs horreurs, à reconstruire l'humanité qu'ils ont tenté d'annihiler. La révolution sera
la floraison de l'humanité. Notre premier crime, le séparatisme. Tenter de diviser l'indivisible, l'humanité, qui de par sa nature est une et indivisible. C'est un mot qui se veut invariable. Modifiez-le et vous le détruirez. L'humanité caractérise ce qui est commun à l'homme. Remettre en question l'unicité de l'humanité, c'est la remettre en question, elle, tout entière. C'est remettre en question ce qui fait l'homme. C'est nier ce qui fait l'homme, ce qui fait que nous sommes tous hommes, tous les mêmes. Pourtant, certains cherchent obstinément à fractionner, fragmenter, diviser l'humanité. Et cette folie humaine paradoxale est le socle de beaucoup trop de maux. Je vous propose donc de faire de la révolution l'ultime thérapie. Alors révoltons-nous, mesdames, messieurs. Révoltons-nous contre, tout d'abord, la plus grande, la plus insensée, la plus folle de ces tentatives de division, celle qui oppose les hommes et les femmes, attisant leur haine réciproque sous le flambeau des inégalités. Révoltons-nous. Révoltons-nous contre le fractionnement des peuples, quand les uns traitent les autres de sous-races, pointent du doigt la couleur de peau, la culture, les origines, les idées. Et comment voulez-vous que cela change quand on sait que les enfants se divertissent devant des dessins animés qui s'intitulent « Aladdin et les 40 voleurs » ? Alors révoltons-nous, mesdames, messieurs. Révoltons-nous contre la segmentation de la société, entre les privilégiés et les démunis, quand les premiers ont accès à l'ascenseur et que les seconds doivent se bousculer dans l'escalier exigu de la concurrence, quand la République pointe du doigt le repli communautaire alors qu'elle l'a elle-même initié. Oui, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Alors révoltons-nous. Révoltons-nous contre la hiérarchisation des peuples qui permet aux pays riches de voler les pays pauvres et de traiter de voleurs les immigrés qui trouvent refuge chez leurs bourreaux. Révoltons-nous contre toutes ces divisions qui séparent les hommes, qui portent atteinte à l'unicité de l'humanité, à sa nature profonde. La révolution sera la floraison, la renaissance de l'humanité. Mais la division de l'humanité n'est pas notre seul crime. Il y a aussi les véganes. Les véganes qui sont devenus la nouvelle cible générale où blancs, noirs, arabes, chinois semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Mais plus sérieusement, notre second crime est surtout le fait que tout ce qui est humain tend à être annihilé. Nous assistons à une déshumanisation générale de ce monde. Et je parle de déshumanisation dans un contexte où l'on est fier de dire que le holisme a disparu et que l'homme est considéré désormais comme un individu à part entière, qu'il n'est plus effacé derrière l'allégorie de la société. Mais cela est mensonger. L'individu en tant qu'homme, en tant qu'être humain, est effacé pour ne laisser place qu'à une unité productrice et consommatrice. Voilà la place de l'être humain aujourd'hui, une donnée. Mesdames, messieurs, le socle philosophique sur lequel notre société s'est bâtie depuis maintenant longtemps s'est perverti et a perverti l'humanité. Et ce tellement profondément que l'on n'en prend pas conscience, alors que l'on assiste à l'agonie de l'humanité. L'humanité a besoin d'une renaissance, et pour cela il nous faut des changements profonds qui ne pourront être réalisés que par le biais de la révolution. Alors révoltons-nous, mesdames, messieurs, révoltons-nous contre ce système utilitariste où il n'est question que de concurrence économique, de mondialisation, de bénéfices, de capital. Où est la place de l'être humain, je vous le demande, de l'homme avec un grand H, cet être conscient, incroyablement complexe, prodige de Dieu, ou de la nature pour certains, je ne veux ne froisser personne. L'homme qui est réduit au fameux W dans la fonction de Cobb-Douglas, aliéné
Révoltons-nous, révoltons-nous pour que l'homme en tant qu'être vivant, qu'être humain soit replacé au centre de nos préoccupations, et non plus cette machine que nous devenons tous, cette machine infernale. Cette machine infernale qui, poussée par la recherche du gain, passion néfaste et perversion de l'âme, nous fait perdre ce qui nous est le plus cher, la raison. Et sans elle, les passions se déchaînent, les limites sont repoussées, les libertés sont bafouées, et on en arrive à se détruire nous-mêmes, à détruire notre maison, à détruire notre planète. Alors révoltons-nous, révoltons-nous contre la surexploitation des ressources, contre l'extinction massive des espèces animalières, contre le non-respect flagrant des normes environnementales. Révoltons-nous, reconstruisons ensemble l'humanité que nous avons détruite, faisons face à nos responsabilités. La révolution sera la floraison, la renaissance de l'humanité. Alors, en sortant d'ici, que chacun s'efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cet acte révolutionnaire que dépend l'avenir de ce monde, de notre monde. Mais comment la révolution pourrait-elle ramener cette unité, la révolution étant elle-même une division qu'il y ait une révolution? Justement, là, j'appelle à la révolution de tous les hommes contre leurs propres crimes. Il ne s'agit plus d'une révolution qui opposerait deux opinions, mais cette fois-ci, il s'agit de s'unir tous ensemble pour se rendre compte de nos erreurs, chacun de nos erreurs, et d'ensemble s'améliorer, les changer et reconstruire notre monde. Question aussi pour vous, puisque vous condamnez le capital. Je vous donnerai deux autres citations et vous allez choisir l'une d'entre elles et me dire pourquoi. Selon Mao, la révolution est un acte de violence. Selon Lénine, la révolution est la fête des exploités et des opprimés. Que choisissez-vous? L'acte de violence ou la fête? La fête. Et pourquoi? La fête parce que la révolution, telle que je l'entends, amène à une amélioration, généralement. Et donc, la révolution doit être fêtée, parce que c'est l'accomplissement, on se rend enfin compte de nos erreurs, et du coup, on décide de se révolter pour comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'améliorer. Donc, une fête. La révolution sera la floraison de l'humanité. À la négative, Monsieur Thiès Assous. La révolution sera la floraison de l'humanité. La révolution sera la floraison de l'humanité, mais pas du tout. Une escroquerie monumentale au service de grands méchants loups qui ont les dents bien plus acérées que leurs prédécesseurs. Mais alors comment est-ce possible que la révolution puisse être la floraison de l'humanité si le terreau est pourri, infesté de parasites? Que germera-t-il? Des ronces? Des mauvaises herbes? Un champ? Un champ de bataille, oui.
La révolution, le rêve d'une évolution, qui en fait d'évolution n'est que stagnation, puisque c'est partir du point A pour arriver au point A. B-A-R-A-T-I-N, baratin. La révolution sera la floraison de l'humanité, je dis baratin. 7 lettres, 7 minutes, c'est parti. B, bouleversement. Parlons d'actualité, le coronavirus. Pensez-vous sincèrement que le corona soit une nouveauté? Que la grippe espagnole n'a pas fait plus de ravages, de morts, de dégâts que le Covid-19? Évidemment. Oui, on est encore au point A, hein. On n'a toujours pas avancé. Mondialement primé, cet envahisseur qui a révolutionné nos vies, qui a déshumanisé notre humanité en nous forçant au port du masque, traçant une ligne de démarcation entre le haut et le bas de nos visages dans une France pourtant libre, emmurée, oui, dans nos appartements, dans une France fermée, sans issue de secours, car même les secours étaient en état d'urgence. Le 20h étant devenu l'heure de reconnaissance nationale et de gratitude dans une France unie par un même combat. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ces personnels hospitaliers offrant corps et âme à leurs compatriotes qui, en ce temps, s'écrivaient encore en un seul mot. Rien ne sera plus comme avant, disait-on. Rien ne sera plus comme avant, entendait-on. Qu'en est-il à ce jour? Asservissement. La révolution industrielle, présentée comme un paradigme idéaliste, modèle économique de perfection. Ah bon? Ah non. Seulement un moyen d'asservir l'ouvrier du XIXe siècle en le ramenant à un état de serf moyenâgeux. R. Rébellion. Vous rappelez-vous des ados rebelles que vous étiez? Oui, vous, monsieur. Et puis vous, au fond, je le vois, et toi, maman, qui vous révoltiez contre l'ordre établi de vos très chers parents, qui n'était en fait que le principe même d'éducation. Attention, à ne pas confondre avec l'élevage, pour nous différencier de nos 30 millions d'amis, et pour tendre vers une humanité digne de ce nom. Encore toi? Astronomie. Même la Terre s'en mêle. La Terre fait sa révolution autour du Soleil, figurez-vous. Mais beaucoup de bruit pour rien. 365 jours plus tard, elle revient à son point de départ. Rien de neuf sous le soleil, comme disait le roi Salomon. Théologie. Vous rappelez-vous l'histoire de la tour de Babel? Ces hommes qui ont mené une révolte contre Dieu en construisant une tour qui toucherait les cieux pour se battre contre lui. Ils parlaient alors tous la même langue. Pratique pour communiquer et se passer la pelle et le seau pour mener à bien cet édifice. Mais en guise de réponse, Dieu les a punis en leur faisant parler des langues différentes. Pas facile. La tour de Babel étant devenue un château en Espagne, un projet chimérique qui, au lieu de fédérer les hommes, les a fait se désunir. Viva la révolution! Idéalisme. La révolution, une noble cause en vérité, portée par un idéalisme et un mysticisme de cœur, d'illuminer un conscient du prix tellement élevé à payer pour la liberté. La mort d'innocents. L'avenue Martin Nadeau, Paris 20e, qui porte en lui pour l'éternité les stigmates des morts communards.
Mais vous avez raison. La révolution sera la floraison de l'humanité, disait Louise Michel. Terminus du bus 76 à Bagnolet, oui. Jules Geoffrin, station de métro de la mairie du 18e. D'ailleurs, nous sommes ici très bien accueillis. Mais c'est ça, la finalité de la floraison de l'humanité? Non, je ne pense pas. Haine, naïveté. Comme l'a dit l'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire, le Mahatma Gandhi, la victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite parce qu'elle est momentanée. Alors oui, ils sont bien naïfs ceux qui pensent que la violence est le dernier des maux. Le point commun entre Gandhi et Albert Spaggiari, auteur de ce qui fut appelé par les médias le casse du siècle à Nice, à la Société Générale en 1976, sans armes, ni haine, ni violence. Ça, c'est la révolution. Et malheureusement, sans floraison, sans lendemain. Alors, faites l'amour et pas la guerre, et peut-être que nous engendrerons des hommes, et à plus long terme, une humanité digne de ce nom. Merci. Comment expliquez-vous que on ait cru tout de même, quand on se battait pour la commune, on y a cru tout de même. On était si ridicule que ça. C'est une très belle question rhétorique, monsieur. En vérité, je ne sais pas si je pourrais apporter une véritable réponse à cette question parce que je pense que vous la connaissez déjà, cette réponse. Vous avez commencé votre discours en nous expliquant que ceux qui font la révolution sont nécessairement pires que ceux qui sont en place. Est-ce que les révolutionnaires sont nécessairement des parasites? Et puisque vous avez cité Salomon, son père n'était-il pas lui-même un révolutionnaire? En renversant sa vie et en accomplissant sa destinée, était-il un parasite? C'est-à-dire que, en effet, j'ai cité Salomon, et j'ai également cité le fait que un révolutionnaire est nécessairement pire et constitue un parasite. Après, vous savez, il faut trouver un juste milieu à cette réponse, parce que je pense que ce qui est toujours excessif est nécessairement mauvais. Troisième citation de Napoléon Bonaparte. « L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Monsieur Julien Memoun. » Cher public, chers membres du jury, miroir magique au mur, qui, à beauté parfaite et pure,
Voilà la phrase exacte prononcée par la sorcière de Blanche-Neige dans le dessin animé Disney. Elle n'a jamais dit « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Vous en étiez pourtant persuadés, non ? Le groupe Queen, les dernières paroles de sa chanson « We are the champions » ne sont pas « of the world », mais sont tout simplement « We are the champions ». Surprenant, non ? La sensation étonnante, désagréable et inquiétante que vous venez de vivre a un nom. Il s'agit du Mandela Effect, le résultat inexpliqué d'un faux souvenir collectif. Une chose qui n'a jamais existé, mais dont tout le monde se souvient. Pourquoi ? On n'en sait rien. On devine simplement que notre cerveau, qui n'est pas un disque dur, est facilement manipulable. Que cette personne que nous hébergeons là-haut n'est pas un rigoureux bibliothécaire, mais c'est plutôt un pauvre type, rongé par le syndrome de Diogène, qui nage dans un amoncellement de documents désordonnés et partiellement incomplets. Un cerf-volant qui flotte tel un cerf-volant dans un nuage de pensées abstraites. Ainsi, il suffit que l'encre est bavée, que le ressenti soit mal fagoté et que la connexion soit médiocre pour accoucher d'un souvenir inexact. C'est une sorte de compte-rendu de réunion Zoom entre le cerveau, les yeux et la bouche, où personne ne capte et tout le monde a son micro en mute. Vous vous en rendez compte à chaque fois que vous voulez raconter une histoire. Vous vivez cette histoire à la première personne. Vous voulez la raconter, alors vous la vivez de nouveau à la troisième personne. Ce n'est déjà plus la même histoire. Et puis, comme moi, vous souhaitez captiver votre auditoire. Alors, vous choisissez l'angle, vous tronquez des passages, vous vous attribuez le beau rôle. Et l'anecdote finale n'a plus rien à voir avec la situation initiale. Et quand plein de gens font ça en même temps sur une période donnée, on appelle ça l'histoire. On part sur de bonnes bases, non, je pense. Donc l'histoire, par nature, c'est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord parce qu'on n'a pas le choix, car l'histoire, c'est la suite de nos regards subjectifs. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de mensonges. Platon, dans La République, a distingué deux grands types de mensonges. Le mensonge en parole, du mensonge véritable. Le mensonge en parole, c'est le mensonge quotidien, inoffensif, de vous et moi. Le mensonge véritable, par contre, c'est le mensonge délibéré qui a pour objectif d'induire en erreur la personne que l'on souhaite tromper. Et si on a compris que le matériau brut de l'histoire, c'est bien le mensonge en parole, il est sublimé par ce mensonge véritable. Christophe Colomb était un grand explorateur. Napoléon Bonaparte a fait progresser la France. Les Français ont résisté durant la guerre. Mensonge, mensonge, mensonge. Mensonge par omission. Car si Christophe Colomb était un grand aventurier naval, il a massacré des populations locales. Si Napoléon Bonaparte a fait progresser la patrie, il a rétabli l'esclavage dans les colonies. Si les Français ont résisté pour la nation, ils ne représentaient pas la majorité de la population. Ainsi, l'histoire est une suite de mensonges. Mais ce sont des mensonges auxquels nous voulons croire, car nous voulons être ensemble autour d'une histoire commune irréprochable. Car comment s'identifier à des figures historiques honteuses ? Un jour, un homme politique français a regretté que l'on apprenne aux jeunes Français à avoir honte de pans entiers de leurs histoires. Mais est-ce si grave ? Ayez honte ! Ayez honte ! Ayez honte ! Je vous en conjure, ça n'est pas très grave. Ayez honte de ce qui est honteux. Cela ne rendra que plus glorieux les pans réellement fiers de notre histoire.
Une honte saine et constructive est bien meilleure qu'une fierté mal placée. Car si on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, on comprend en creux qu'elle est écrite contre des vaincus. Ces gens désarmés, qui ne représentent pas suffisamment pour qu'on leur consacre un chapitre en rédigeant le roman national. Ces natifs américains massacrés, ces Guadeloupéens réduits en esclavage, ces Juifs déportés qui comptent leurs morts en silence pour ne surtout pas déranger l'unité nationale. Savez-vous d'ailleurs qui a inventé la formule « L'histoire est écrite par les vainqueurs » ? Il s'agissait de Robert Brasillac, journaliste français, figure notoire de l'antisémitisme et collaborationniste de premier plan. Paradoxalement, il représente une histoire dont nous avons tardé à avoir honte. Car l'histoire est une suite de mensonges avec lesquels nous sommes d'accord jusqu'à ce que certains ne le soient plus complètement et qu'ils nous alertent et qu'ils alertent les autres. Qu'ils leur disent « attention », qu'ils crient suffisamment fort pour qu'on arrête de célébrer des auteurs sexistes, négationnistes, antisémites, racistes, pédophiles. Pas pour les faire disparaître, mais pour qu'ils représentent justement l'histoire des musées, dont on doit se souvenir, apprendre pour ne jamais recommencer et arrêter de mentir. J'ai une confession à vous faire. Je ne vous ai pas dit toute la vérité au début de ce discours, car si la sorcière de Blanche-Neige ne dit pas cette phrase dans le dessin animé, dans le livre, elle dit bien « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et puis, si Queen ne finit pas sa chanson de cette manière dans son album, il la finit en concert. Ainsi, quelle est la morale de cette histoire ? Instruisez-vous. Écoutez les témoins directs, écoutez les historiens, les vrais, pas ceux qui pensent que Gengis Khan a aidé à renverser Rome. Et puis, l'histoire est une suite de mensonges, mais vous devez choisir avec lesquels vous êtes d'accord. Merci. Que pensez-vous de cette mode actuelle qui consiste à déboulonner les statues? Eh bien, je considère que les statues de l'espace public ne représentent pas, les statues de l'espace public ne représentent pas l'histoire. L'histoire se fait dans les musées. Les statues de l'espace public sont des glorifications de personnes que nous souhaitons voir représenter notre pays et nos valeurs. Si ces statues ne représentent plus notre pays et nos valeurs, car les rues sont nos vitrines, elles méritent d'exister dans des musées. Pouvez-vous me dire un mensonge véritable? Gandhi a beaucoup fait pour l'indépendance de l'Inde. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. À la négative, Monsieur William Hage. Feindre de croire à un mensonge est un mensonge exquis. Mentez-nous, mais mentez-vous. Ou alors soyez comme les enfants et dites-vous, si je ne la vois pas, elle n'existe pas. Non, ça ne marche pas comme ça.
chers membres du jury, mesdames, messieurs, cher public, ce n'est pas aussi simple. Non, j'aimerais tellement que l'histoire me mente. Mais comment, en 2021, nous pourrions croire aux mensonges de l'histoire ou être d'accord avec eux? C'est impossible. Hérodote disait « Voici l'histoire », afin que les hommes n'oublient jamais et ne réitèrent pas les erreurs du passé. Alors, cela est possible. Oui, mesdames et messieurs. Car, savez-vous, à l'époque de Hérodote, on ne disait pas toujours ce que l'on voulait. L'histoire, aujourd'hui, les scientifiques, aujourd'hui, nous permettent tellement de choses. Aujourd'hui, en 2021, en France, vous pouvez, grâce à l'ADN, aux recherches, aux vestiges, aux écrits, visiter virtuellement les grottes de Lascaux comme elles étaient il y a des dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, en France, vous pouvez faire partie d'une bataille napoléonienne comme si vous y étiez précisément. Oui, cela est possible. Mais l'histoire n'est plus un stock d'excuses et d'exemples que l'on peut ressortir lorsque cela nous chante. Ce n'est plus comme ça. L'histoire doit se comporter comme les sciences naturelles auprès de la nature, en confrontation. Cela ne marche plus comme cela. Alors, il faut se demander, est-ce que notre pays, à nous, la France, est le fruit de son histoire? La France, oui, l'est. La France a connu des tribus guerrières, des rois, des empereurs. La France a connu un soulèvement national afin de renverser une pyramide ancrée. La France a conquis l'Europe et a été elle-même ensuite occupée. La France, mesdames et messieurs, la vôtre, la mienne, elle est le symbole même de la véracité de l'histoire, la vraie, la nôtre. Car oui, en France aujourd'hui, être royaliste, c'est mal vu. En France, aujourd'hui, penser qu'un homme noir n'est pas l'égal d'un homme blanc, c'est mal vu. Oui. Aujourd'hui, en France, penser qu'une femme n'a pas ou ne devrait pas avoir les mêmes droits qu'un homme, c'est mal vu. Oui. Mais pourquoi? Car les Français n'oublient pas. Non, les Français n'oublient pas. Ils n'oublient pas toutes ces personnes, ces femmes, politiciennes, sportives, artistes, révolutionnaires, résistantes, qui ont tant fait pour la patrie. La France n'oublie pas ce que la royauté a fait au petit peuple. La France n'oublie pas ces millions de gens trimballés dans des bateaux, ces millions de gens considérés comme des objets, comme des animaux, à cause de leur seule couleur de peau. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais tant que l'histoire nous mente. J'aimerais que l'histoire me mente lorsqu'elle me dit qu'il y a eu un génocide en Arménie. J'aimerais que l'histoire me mente lorsqu'elle me dit, oui, que 2 avions ont fait sauter 2 tours en plein New York. J'aimerais, plus personnellement, que l'histoire me mente lorsqu'elle me dit que la moitié de la ville de Beyrouth a été rasée à cause d'une explosion. Mais alors, pourquoi? Pourquoi croire aux mensonges de l'histoire? Et pourquoi engager des historiens, des écrivains, des scientifiques? Pourquoi des gouvernements autour du globe payent des milliards afin de savoir la vérité, la vraie?
pour comprendre. Comprendre comment Napoléon a conquis l'Europe. Comprendre qui sont les responsables du meurtre de 6 millions de juifs, tziganes, handicapés, homosexuels, SDF. Comprendre qui sont les responsables de la défaite de la France à l'euro. Comprendre, c'est apprendre. Lorsque vous montez sur un vélo, lorsque vous êtes petit et que vous tombez 1 fois, 2 fois, 3 fois, remontez, allez-y, ça ne va pas marcher. Faites un pas en arrière, prenez du recul et posez-vous les bonnes questions. Qu'ai-je mal fait? Qu'ai-je bien fait? Et alors là, monsieur, je vous le dis, les roues tourneront d'elles-mêmes et vous irez loin, plus loin que vous ne le pensez. Comprendre, c'est important. Et ne pas se cacher derrière les mensonges. Car sinon, autant vivre dans le déni, autant vivre comme on le fait aujourd'hui. Conduisons à l'essence. Jetons nos détritus dans des rivières. Prenons la nature qui nous entoure comme une déchetterie à ciel ouvert. Cela n'est plus possible, mesdames et messieurs. Alors, comprenons ensemble. Comprenons que la lâcheté, comprenons que la médisance, que la mesquinerie, comprenons que tout ça ne sont que des futilités. Alors, comprenons que l'histoire nous donne les clés de comprendre ce qui n'a pas été et ce qui n'ira jamais. Ne confions plus de pénalty à Mbappé. Non. Alors, Jack London a dit, au début de toute belle histoire, il y a des naufrages. Alors, chers membres du jury, messieurs, mesdames, cher public, acceptons les naufrages de l'histoire afin de bâtir ensemble un monde meilleur. Évoquer l'histoire des vainqueurs, détruisant l'histoire des vaincus, l'histoire des hommes, détruisant l'histoire des femmes, des forts, détruisant les faibles. Bien sûr, l'histoire ment parfois. Mais on ne peut pas se dire... Enfin, il y a des vérités que l'on cache. Par exemple, lorsque le régime nazi a dit que la Pologne avait fait une escarmouche sur leur territoire afin d'avoir un prétexte pour les envahir, et dont on connaît la suite. Oui, bien sûr, au cours de l'histoire, on prend les vérités souvent qui nous arrangent, c'est sûr. Mais au niveau humain, au niveau de l'individu propre, je pense que l'humain n'oublie jamais. Et chacun a un avis, peu importe ce qu'il apprend à l'école, peu importe ce qu'il entend. On a tous une intime conviction et je pense qu'il est très important de la saisir et de la garder. Sans mensonge. Que le Portugal méritait de gagner l'Euro 2016. Merci à nos 6 orateurs. Merci à tous. Le jury va désormais se retirer pour délibérer et nous aurons
la réponse dans quelques minutes. Merci à tous. Bien, chers amis, le jury a délibéré. Je ne vous cache pas que ça a été difficile. Alors, je sais que c'est la phrase un peu qu'on sort à tous les concours d'éloquence, un petit peu la phrase un peu démago pour faire plaisir à tout le monde et dire « Oh, vous avez tous été fantastiques ». Mais je dois dire aussi, pour continuer à ne pas être original, que nous le pensons tous. Et donc, je pense qu'on peut tous vous applaudir, sincèrement, ce soir. Beaucoup de niveaux et une grande diversité aussi dans les styles. Nous n'avons pas le temps malheureusement de vous faire un retour et chacun de nous exprimer. On le fera si vous le voulez bien. Ensuite, on ira boire un verre dans le quartier tous ensemble et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger plus en détail. Je dirais juste simplement qu'à chaque fois, pour vous, j'ai noté un petit peu des fonctions et des types d'éloquence. Donc pour Maxime Bérébi, j'ai mis que c'était un poète. Nous avons commencé par un poète. On peut applaudir ce soir. Julien Paradis avait l'éloquence d'un prêtre et j'ai trouvé qu'il avait cette éloquence du... Et attention, ça fait rire dans la salle, mais il ne faut pas rire. Vous savez que orateur, ça vient de oratores. C'était la place qui était occupée par le clergé dans l'Ancien Régime. Je ne suis pas forcément un fan de l'Ancien Régime, mais de l'éloquence, on va dire, du sacré, oui. Et donc je pense qu'on peut aussi applaudir cet orateur ce soir. Myriam Mekki, qui a commencé par son j'accuse, eh bien forcément, elle avait l'éthos d'un procureur ce soir, Madame la procureure. Je pense qu'on peut vous applaudir aussi. Alors, T.S. Assous, je ne savais pas trop au début, je me suis posé la question, parce qu'avec le petit col roulé, un peu à la Steve Jobs, je me suis dit, est-ce que ce serait un entrepreneur? Mais non, j'ai trouvé qu'on allait au-delà et qu'on était plus dans l'éloquence du magicien ce soir. Donc on peut applaudir le magicien. Julien Maïmoun, j'ai noté qu'il avait l'éloquence d'un rhétoricien. Donc on peut applaudir aussi le rhétoricien. Et William Hage, est-ce que c'est un... De nos jours, on considère que c'est plutôt une insulte, mais pour moi, dans ma bouche, c'est un compliment. Il avait l'éloquence d'un homme politique. On peut l'applaudir aussi. Le plus important dans ces concours, je ne vais pas dire c'est de participer, mais poncif, mais d'une certaine manière, quand on arrive au stade de la finale, si. Parce que c'est le plaisir, finalement, de plaider devant tout le monde. Avec peut-être une difficulté qui est, je pense, la plus grande des difficultés. C'est souvent le conseil que je donne aux orateurs au début quand ils veulent s'entraîner. C'est que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez parlé devant vos parents et devant votre famille. Et je trouve qu'il n'y a finalement rien de pire que de parler, que de faire un discours devant ses parents. Alors que, pourtant, ce sont les personnes les plus bienveillantes du monde, enfin en théorie. Et pourtant, c'est celles devant lesquelles on a le plus de mal à s'exprimer. Toutefois, j'espère que vous avez vraiment pris du plaisir ce soir, mais est venue l'heure fatidique et nous allons donc donner le podium. Donc, en troisième position, nous pouvons applaudir Myriam Mekki ce soir. En deuxième position, Monsieur T.S. Assous. Et en troisième position, et qui va pouvoir porter ce casque, je précise, en première position, et je précise donc qu'il va pouvoir venir porter ce casque, mais les trois autres orateurs vont aussi pouvoir venir sur scène parce qu'ils ne vont quand même pas rester assis en regardant les autres triompher, puisque c'est leur triomphe aussi ce soir. Nous applaudissons donc William Hage.
Venez aussi, venez. Comment? Ouais, un petit mot. Oui. Ok, succinct. Tout d'abord, merci à tous. Voilà, après une quinzaine de concours d'éloquence, enfin, j'ai envie de dire, j'aimerais juste féliciter tous les autres participants parce que c'était vraiment une super soirée, vraiment avec des styles géniaux, des styles différents. On a eu des hauts, des bas, des voix puissantes, des voix douces, un magicien, un père, plein de choses. Et je remercie l'organisation parce que c'était super, un beau concours, et merci pour cette chance d'avoir plaidé devant ma famille, que je remercie. Et dans cette salle, et pour un dernier mot, pour faire vite, je vous conseille à tous vraiment, lancez-vous dans l'éloquence, même si vous avez peur, même si vous êtes timide, lancez-vous, et je peux vous dire que ça devient très 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 vite une drogue. Donc merci à tous. Bravo. Ce casque qui passe toute son année chez moi et qui a une utilité quand même, c'est que le jour de Périclès, l'orateur a le droit de le porter, le vainqueur, et de faire un superbe geste de la victoire. Le sien, bravo. Par ailleurs, je précise que tous les orateurs ont gagné une place pour le spectacle de notre ami Bill François, qui avait fondé le club de l'ENS et qui maintenant se produit. Vous voyez, on peut passer de Ulm au monde du spectacle. Donc, félicitations à vous toutes et à vous tous. Et merci beaucoup à la mairie de Paris, du 18e arrondissement, qu'on peut fortement applaudir ce soir. Merci beaucoup à Fanny, et j'aimerais aussi remercier, même si je ne crois pas qu'il soit là ce soir, Vincent Baldo, grâce à qui on a pu avoir cette salle, et évidemment toutes les équipes de la mairie de Paris qu'on peut de nouveau applaudir. Merci aussi aux membres du jury. J'espère n'oublier personne. Quand on remercie, on oublie toujours quelqu'un et c'est toujours très gênant, mais le cœur y est. Je vous invite maintenant toutes et tous à aller boire un verre dans le quartier et à nous détendre un petit peu. Voilà, on ne n'est pas orateur, on le devient, n'oubliez pas.